Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs. VueDailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un média classique, actualité, santé, internationale, politique, économie, sociale, levée de fonds et puis d'autres rubriques que vous ne retrouvez pas toujours comme spiritualité ou bien opinion. Alors dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur 3 articles que vous pouvez consulter précisément sur VueDailleurs.com. Ils évoquent des sujets variés, des thématiques variées, mais soulignent de manière variée précisément les tendances à l'œuvre sur la scène internationale et française. Alors, on commence par la rubrique internationale. Une femme a été accusée à tort d'avoir bloqué le canal de Suez. Vous avez certainement suivi comme nous cet épisode incroyable où l'un des principaux points d'étranglement des flux maritimes mondiaux a été bloqué par un navire qui s'est coincé en plein milieu du canal de Suez. Et bien, lorsque cette nouvelle est tombée, que le porte-container Ever Given était coincé, figurez-vous qu'il y a une femme, Marwa El-Zeledar, qui s'est retrouvée avec des centaines de messages haineux, d'insultes, et elle-même, elle est première officier à bord d'un navire égyptien, l'Aïda 4, qui était localisé à ce moment-là pas du tout dans le canal de Suez, mais à des centaines de kilomètres de là, à Alexandrie, et elle a reçu donc une avalanche d'insultes. Ce phénomène est interprété comme le fait qu'elle est l'une des premières femmes capitaines dans cette région du monde, et beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont décidé de manière totalement unilatérale et imaginaire qu'elle était responsable de cet incident. Que dit Marwa El-Zeledar? Eh bien, elle dit: je pensais que j'étais ciblée peut-être parce que je suis une femme qui réussit dans ce domaine ou parce que je suis égyptienne, mais je ne suis pas sûre. Elle a été contactée après qu'elle a posté une vidéo sur Instagram pour dire qu'elle n'avait rien à voir avec l'affaire Ever Given. Voilà tout ce qu'elle a dû faire, et on se rend compte que le sexisme domine encore dans ce secteur maritime qui est certes opéré par une majorité d'hommes. Autre actualité dont on parle ce matin, on va revenir sur l'actualité économique et financière d'un groupe. C'est juste après la petite pause. Dans l'actualité française, on va s'intéresser à une société spécialiste des services numériques, société de haute technologie, Atos, qui connaît une mauvaise passe. Il faut savoir que lors de la publication des comptes, eh bien, les groupes sont devant une échéance difficile, à fort enjeu. Eh bien, figurez-vous que le groupe Atos a dévissé après la publication de ses comptes. Il y a une journée où le titre a perdu plus de 12%. Pourquoi? Précisément parce que la direction financière a informé les investisseurs que les comptes de l'entreprise n'ont pas pu être certifiés. C'est assez rare puisque les auditeurs, les commissaires aux comptes font leur travail dans la plupart des sociétés françaises, surtout les groupes cotés en bourse, et en général les comptes sont certifiés. Bien, cette fois, les 2 commissaires aux comptes, les 2 sociétés Deloitte et Grant Thornton, ont rendu un avis avec des réserves sur la sincérité et l'exactitude des comptes. Alors, la direction du groupe Atos a tenté de dédramatiser en évoquant le fait qu'il n'y aurait pas d'anomalie significative sur les comptes consolidés, que des travaux allaient être nécessaires et seraient menés avant l'Assemblée générale du 12 mai. En tout cas, ces réserves, émises à la suite de l'audit des procédures obligatoires, sont assez inhabituelles, surtout pour une entreprise qui a maintenant une taille multinationale, et cela a échaudé les investisseurs. Donc Atos était fragilisé, une action qui a perdu beaucoup de terrain. Voilà une actualité économique. On va passer maintenant au volet économique, social et politique avec un invité de choix, Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Restez avec nous juste après une petite page de publicité.
Retour sur le journal de Vue d'ailleurs, et nous sommes maintenant à la rubrique Actualité économique et sociale avec un invité de choix, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On le rappelle, tout le monde le sait, vous êtes ancien premier secrétaire du Parti socialiste et président du réseau Nouvelle Société. Alors tout le monde ne sait pas nécessairement ce que recouvre ce réseau. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots avant qu'on rentre dans le commentaire de l'actualité ? S'il vous plaît. Eh bien, il s'agit d'une centaine d'experts politiques, hauts fonctionnaires, ayant servi dans différents cabinets de la gauche, qui travaillent ensemble à une nouvelle donne pour celle-ci, parce que nous pensons que nous ne pouvons pas revenir aux responsabilités sans avoir profondément renouvelé notre pensée politique. Nous vivions sur des idées des années 60. Il faut être aujourd'hui en phase avec ce que vivent les Français. C'est vrai. Et alors, il y a un effort effectivement du Parti socialiste de se renouveler avec justement de l'actualité cette semaine et une nouvelle vision de l'écologie, un engagement très fort. Quelle est votre lecture de cette prise de position cette semaine ? Eh bien, c'est une évolution nécessaire. Elle avait été inscrite dans un rassemblement que nous avions tenu de l'ensemble des socialistes en 2014 pour changer un peu notre doctrine et adopter la social-écologie, c'est-à-dire de combiner à la fois les questions sociales, à la fois les questions écologiques et à la fois les questions républicaines. Car auparavant, les socialistes pensaient que la contradiction dans la société était autour de la question sociale, la seule question sociale. Les écologistes pensent que c'est autour de l'écologie, mais notre spécificité, c'est de mêler les deux. Et je suis très content que le Parti socialiste ait fait des propositions dans ce sens. Moi, j'avais fait des propositions pour un nouveau contrat social écologique, pour une république impartiale. Ils avancent dans ce sens, c'est très bien. J'ai entendu parler de l'idée de requalifier la notion de croissance. Et est-ce que là, ça va pas un peu loin ? C'est-à-dire, est-ce que le Parti socialiste s'approche de ces militants qui pensent que la décroissance est meilleure ? On est dans une phase sortie de reprise sanitaire, on espère qu'on va en sortir, et reprise économique. Donc, à aborder ces sujets-là, est-ce que tout le monde n'est pas à la recherche de croissance en ce moment ? Non, alors il faut peut-être clarifier le sujet. Il ne s'agit surtout pas, c'est en sens que nous distinguons des écologistes, d'être sur une thématique de décroissance. Mais il faut une croissance qualitative, c'est-à-dire une croissance qui intègre la question climatique. Donc, il s'agit simplement, dans ce texte, d'introduire des paramètres permettant de juger cette croissance. Il faut la juger d'un point de vue social et il faut la juger d'un point de vue écologique. Il ne faut pas simplement avoir une vision économiste ou économique de la croissance. Donc c'est une croissance qualitative avec une écologie inclusive. Très bien. Alors, on revient sur cet article qui est paru sur vuedailleurs.com. Il faut un printemps de la gauche pour faire face à la crise. Dites-vous, qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que, bon, là nous sommes à quelques jours de l'anniversaire du 10 mai 81 et aussi de l'anniversaire du Front populaire de Léon Blum. À chaque fois, ça a été la même chose. Il faut un corps central qui soit capable d'être renouvelé, évidemment, reformulé, assurément, mais qui soit capable de construire une dynamique unitaire. Donc pour cela, j'ai préconisé tout à la fois de nouvelles idées, une nouvelle gauche dans une nouvelle maison, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le Parti socialiste tel qu'il était jusqu'à présent. Nous l'avions fait avec François Mitterrand en 1971 au moment du congrès d'Épinay. On ne va pas refaire le congrès d'Épinay, mais il faut une formule nouvelle qui permette de fédérer tous ceux qui sont pour une gauche responsable. Voilà le sens de ma proposition. Est-ce que la gauche pourra gagner, selon vous, sans s'unir en 2022 ? Non, elle ne peut pas l'emporter. C'est clair, elle ne peut pas l'emporter. Je peux même dire qu'aujourd'hui, si vous avez les écologistes d'un côté, le Parti communiste de l'autre, Jean-Luc Mélenchon d'un troisième, le Parti socialiste avec un candidat et vraisemblablement des candidats d'extrême gauche, la gauche ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pire que cela,
si ces mêmes se présentent des candidats dans toutes les circonscriptions aux législatives, il n'y aura pas de députés de gauche. À chaque fois, nous serons battus au premier tour. Ce n'est pas un scrutin proportionnel, c'est un scrutin uninominal à 2 tours. Et si vous n'êtes pas dans l'un des 2 qualifiés, eh bien, vous ne pouvez pas l'emporter. Et donc, je pense que la gauche est en train de s'auto-éliminer. Mais il ne faut pas être sur la thématique de l'unité pour l'unité. Il faut avoir un contenu à cette unité. C'est pour cela que je préconise le renouvellement des idées, de nouvelles propositions. Beaucoup de groupes en font, que ce soit les engagés avec Laurent Geoffrin, que ce soit d'autres formations, ou le Parti socialiste, ou nous-mêmes, ou le Club des 21. Bon, bref, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises dans ce sens, ou même les Nouveaux démocrates qui sont sortis de la République en marche. Donc là, il faut créer un nouveau socle de propositions pour pouvoir, encore une fois, créer une dynamique. Est-ce que sur ce que Emmanuel Macron appelle le séparatisme islamique, c'est des sujets qui reviennent en ce moment, vous avez une lecture personnelle sur ce sujet-là ? Oui, depuis très longtemps, puisque j'ai déployé ce concept du séparatisme bien avant que le président de la République le reprenne à son compte. Mais moi, ma vision, c'est un double séparatisme, c'est-à-dire que il y a dans l'islam, pas dans la majorité, mais il y a des cristallisations qui veulent placer la foi au-dessus de la République et il faut les combattre. Mais il y a aussi dans la société, vous le voyez tous, des situations ou des groupes ou des courants qui veulent raccompagner nos compatriotes musulmans à la frontière. Donc d'un côté, on veut les faire rompre avec la République et de l'autre, on veut faire en sorte qu'ils sortent de la République. Eh bien, c'est ce double séparatisme qu'il faut combattre pour pouvoir imposer la seule chose qui compte, une République impartiale. Merci infiniment Jean-Christophe Cambadélis d'avoir bien voulu commenter l'actualité. Elle est riche en ce moment. Nous étions avec l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, président du réseau Nouvelle Société dans ce journal de Vue d'ailleurs. Retour sur le plateau du JT de Vue d'ailleurs. On ouvre maintenant la rubrique culturelle et vous retrouvez cet article sur le site qui concerne Louis XVI, son bureau remis au goût du jour. Pendant la Révolution française, le trône de Louis XVI a en effet été détruit, mais son bureau, qui était considéré comme un chef-d'œuvre, a été épargné à la seule condition que tous les emblèmes royaux soient remplacés. Eh bien aujourd'hui, les attributs royaux ont été rétablis. Louis XV avait ordonné la fabrication de ce bureau, mais c'est son fils qui l'a utilisé. Après 2 années de restauration, le bureau qui a appartenu au roi Louis XVI vient tout juste de reprendre sa place au château de Versailles, dans le cabinet du roi. Pour redonner vie à ce bureau, les artisans ont utilisé des techniques traditionnelles du XVIIIe siècle. Il est considéré dans le monde entier comme étant le plus légendaire meuble français de cette époque. Pesant 450 kg, la relique composée de bois précieux et de bronze doré est unique en son genre. Le seul moyen d'ouvrir les tiroirs, c'est une clé en forme de fleur de lys. C'est un article que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com qui, je vous le rappelle, couvre des dossiers aussi bien économiques, politiques, énergétiques, philosophiques que culturels, et cela donne envie d'approfondir un petit peu plus le mobilier de Louis XVI. Merci de nous avoir suivis, très bonne journée à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.